Bienvenue dans Biophilia Résonance Afrique-Europe, votre école des savoirs naturels en ligne. Dans notre série de podcasts dédiée à l'éco-spiritualité, nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Christelle Pizzalis, spécialiste dans l'accompagnement et la croissance spirituelle. Bonjour Christelle. Bonjour. Bienvenue. Merci. Je sais que vous êtes actuellement au Cambodge et nous sommes actuellement au Sénégal. Christelle, vous êtes auteure, conférencière, auteur de plusieurs livres, dont la trilogie Osmose temporelle, nous y reviendrons tout à l'heure. Tout à fait. Vous êtes médium de naissance et les livres que vous écrivez et les séminaires que vous animez, notamment en France, mais pas que, sont des séminaires et des écritures sous canal. Alors, on a tendance en général à parler de canal ou de médium. Alors, notre première question aujourd'hui, puisque ce podcast est particulièrement dédié à la médiumnité telle qu'on l'entend en Occident et aussi telle qu'on l'aperçoit en Afrique, qu'est-ce que la médiumnité, Christelle ? Alors, la médiumnité, d'après moi, dans mon expérience, en fait, c'est la capacité d'un individu à interagir avec plusieurs réalités, plusieurs mondes, en quelque sorte. Donc, on a le monde manifesté, le monde dans lequel nous évoluons en tant qu'être humain, et le monde de l'esprit, c'est-à-dire le monde qu'on peut appeler aussi le monde astral, le monde invisible à l'œil nu. Et le médium, quelle que soit la forme de médiumnité qu'il a d'ailleurs, a la capacité d'interagir avec le monde invisible et de rétrocéder l'information qu'il va chercher dans ce monde-là, dans le monde manifesté. Donc en fait, le médium, c'est un intermédiaire et qui va servir d'interlocuteur aux êtres qui évoluent dans le monde manifesté, c'est-à-dire les êtres humains qui viennent à lui, et le relais avec les êtres qui évoluent dans le monde invisible. Et il va mettre les deux en lien, en quelque sorte. Et pour rebondir sur la présentation que vous avez faite de moi, eh bien effectivement, être canal est une forme de médiumnité comme il en existe de nombreuses. Alors c'est tout à fait passionnant, c'est-à-dire que nous pouvons avoir plusieurs formes de médiumnité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela, Christelle, s'il vous plaît ? Oui, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que les personnes ont souvent pas connaissance de leur aptitude qui sont endormies en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on réduit la médiumnité à son expression la plus simple. En tout cas, c'est le cas dans le monde occidental. Pour les personnes, et j'en rencontre assez souvent, mais même tous les jours, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai encore quelqu'un qui m'a dit ce que je vais vous transmettre, à savoir que les gens confondent la médiumnité avec la voyance. Or, la voyance est une forme de médiumnité seulement. Alors, on a la clairaudience, la clairconnaissance, la clairsentience, le clair ressenti, tout ce qui a trait au sens, finalement, qui sont ultra développés. Donc, les personnes qui vont avoir une intuition extrêmement développée, les gens qui vont ressentir avec leur corps, les personnes qui vont avoir un système émotionnel extrêmement développé et surtout, ce que j'aime le plus, c'est l'empathie. Alors, l'empathie, pour moi, elle se développe à l'heure actuelle. On en parle un peu plus qu'auparavant et on parle d'hypersensibilité. Pour moi, l'hypersensibilité est vraiment l'accroche de la médiumnité, c'est-à-dire c'est la première étape de la personne qui est médium et qui ne peut pas gérer son système émotionnel, résulte d'une forme empathique, c'est-à-dire que l'individu va capter l'émotionnel ou l'information qui l'entoure, dans lequel il baigne au quotidien, et il va le ressentir jusque dans son corps physique et jusqu'à peut-être même se faire déborder par les émotions d'autrui. Si je comprends bien, l'hypersensibilité, c'est un indicateur d'ouverture du canal, si je puis dire, médiumnique. Et pour essayer de résumer pour nos éditeurs qui n'ont peut-être pas l'habitude et qui ont peut-être besoin de se reconnaître là-dedans, et finalement, les divers canaux peuvent être, tels que vous l'avez cité, eh bien, soit la clairsentence, soit la clairaudience, soit la clairvoyance. J'imagine toute une liste que vous avez déjà repérée et structurée dans les enseignements que vous donnez. On parlera de votre site, mais ce sera peut-être le moment de le citer, Christelle-pizzalis.com. Voilà, c'est ça. Merci, Karine. Alors, c'est un bon résumé, Christelle, ou est-ce qu'il y aurait des choses à rajouter ? C'est un excellent résumé. C'est vraiment, l'hypersensibilité est un indicateur de ce que j'appelle, moi, l'être humain est une antenne émettrice et réceptrice. Voilà, c'est-à-dire que souvent, il y a un déséquilibre pour l'hypersensible, c'est-à-dire qu'il reçoit plus qu'il n'émet,
et les émotions ou les pensées d'autrui lui arrivent par vagues, des vagues qui peuvent parfois le submerger au point de ne pas être fonctionnel dans son quotidien, et puis d'avoir du mal à s'arrimer à lui-même, à la vie dans sa plus simple expression, vraiment au niveau relationnel. Donc voilà, les hypersensibles vont avoir tendance un petit peu à sortir, à s'extraire de la société pour essayer de fonctionner du mieux qu'ils peuvent. Et ça, c'est un très très bon indicateur. Alors pourquoi moi ça m'a passionnée? C'est d'abord parce que moi j'en suis une, pour commencer, d'hypersensible, évidemment. Donc, il a fallu que j'arrive à prendre connaissance en m'extrayant de mes propres émotions pour comprendre un contexte plus large et comprendre la finalité de l'hypersensible, c'est-à-dire être une antenne émettrice réceptrice. Donc, quand l'hypersensible se maîtrise, qu'il arrive à gérer le flux informationnel qui arrive jusqu'à lui, eh bien là, il devient émetteur, c'est-à-dire qu'il va choisir, il va être en capacité, par différentes techniques que j'enseigne, des formations que je fais, il va être en capacité, en tout cas, de se maîtriser et d'émettre. Alors, qu'est-ce qu'il va émettre un hypersensible? Qu'est-ce qu'un médium va émettre? Il va émettre de la connaissance, de la sagesse, et peut-être que je résumerai vraiment de manière un petit peu simpliste, il va émettre de l'amour en fait. Donc l'antenne émettrice-réceptrice, on peut la voir aussi de manière verticale, c'est-à-dire une reliance au ciel qui est aussi symbolique, c'est-à-dire au plan invisible, comme je faisais référence tout à l'heure à quoi est relié le médium, et le plan manifesté, donc c'était la partie basse de son être, la partie incarnée en quelque sorte, voir la partie de l'inframonde. Christelle, ce sont les enseignements que vous donnez en ligne aujourd'hui. Oui. Et ce podcast qui sert justement à donner des outils à des personnes qui peuvent se reconnaître dans cette hypersensibilité-là ou pas. Alors j'aurais une question pour ceux qui ne se reconnaissent pas notamment, parce que tout le monde est potentiellement médium. Tout à fait, ça fait partie inhérente de ce qu'est l'être humain. L'être humain qui s'incarne, qui est au service de ce que moi j'appelle la conscience collective, Gaïa en quelque sorte, la Terre. On est venu faire des apprentissages, expérimenter la matière et en même temps on est venu participer à l'équilibre collectif et à l'écosystème dans lequel nous évoluons, les humains n'étant qu'une petite partie de cet écosystème. D'accord. Alors revenons en fait à ces mondes dont vous nous parliez au début. Puisque tout le monde est potentiellement médium, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on n'en parle pas, selon vous? Pourquoi est-ce que c'est tabou, Christelle? C'est tabou pour plusieurs raisons. En général, les personnes souhaitent être dans une forme de rationalité parce que la société, d'une manière générale, n'accueille plus le rêve. Le rêve, c'est-à-dire la partie de l'humain où il n'a pas la maîtrise, où il n'a pas le contrôle en fait. Et la rationalité que nous vivons aujourd'hui fait que nous sommes coupés de ce monde parce que les gens ne font pas le distinguo entre le religieux. Les gens sont dégoûtés du religieux. On peut le voir de plein de façons, nous en Europe en tout cas, c'est ainsi. Les personnes désertent, les populations désertent les bâtiments dits sacrés. Et il y a une confusion entre avoir la foi, percevoir les mondes subtils et la religion. Donc cet écœurement religieux a mené les personnes à se détourner de la magie finalement de la vie, de la beauté de Gaïa. Et on a coupé nos racines, on a coupé ce qui faisait la raison principale de notre présence sur Terre, à mon sens. Merci beaucoup pour ces éclairages. Il est vrai qu'ici, en Afrique, c'est tout le contraire. Et oui. Tout le monde est absolument croyant. Oui. Et on peut être même animiste et musulman, animiste et chrétien, animiste et protestant. Tout le monde est absolument croyant. Et pour autant, on va retrouver ces mêmes phénomènes, alors sûrement liés au fait que les traditions restent encore très secrètes et très préservées. Oui, certainement, d'autant plus qu'il y a actuellement un gros changement en cours au niveau de la conscience collective planétaire. On doit faire une bascule, on va dire une élévation vibratoire collective qui fait que tout ce sur quoi nous nous appuyons jusqu'à maintenant est finalement invité à se transformer. On garde l'essence, mais la forme du partage et le système de croyance, les grilles de lecture que nous utilisons pour percevoir le monde manifesté et les mondes subtils, tout est en train de changer. Donc, moi, j'appelle ça une forme de chaos, en quelque sorte. En tout cas, en Europe, on le perçoit très bien. Et effectivement, de mon point de vue, en tant qu'Européenne, même si là, je suis en Asie, pour moi, l'Asie et l'Afrique, ce sont les deux continents qui ont le plus de capacité à intégrer assez rapidement
la solidarité, l'entraide, la croyance fondamentale, en fait, vraiment les racines de la relation à Gaïa. On le voit dans tout ce qui est, en tout cas moi ici, je suis en Cambodge actuellement, je le vois, c'est très vivant. En Afrique, je ne suis pas descendue au-delà de l'Afrique du Nord, mais dans l'idée que j'ai de l'Afrique et dans ce que j'ai reçu à travers mes canalisations, pour moi, ce sont les deux continents qui sont les continents de demain. Ce sont les habitants, les populations de ces deux continents qui vont prendre en charge la spiritualité 2.0 en quelque sorte. Merci Christelle. Qu'est-ce que ça veut dire la spiritualité 2.0? C'est-à-dire la spiritualité revisitée, c'est-à-dire pas avec des systèmes de croyances erronés, archétypaux, voire patriarcaux, c'est-à-dire il y a aussi un mouvement, une transformation à effectuer dans les populations de ces deux continents, mais ils ont gardé quelque chose que nous, on a perdu, par exemple, dans le monde occidental. Et ce qu'ils ont gardé, même si ça doit être transformé et mis au goût du jour, ça reste beaucoup plus facile, comme vous le disiez juste avant, c'est-à-dire que c'est resté. C'est-à-dire on peut être musulman et animiste, la relation à la terre, le fait de marcher pieds nus, le fait d'être entouré de la nature, comme la grande partie, même s'il y a des grandes villes évidemment en Afrique, mais il y a quand même de grosses parties des territoires qui sont encore végétalisés, même s'il y a beaucoup à faire. Mais en tout cas, la capacité de l'humain à se relier à la terre est bien plus facile que dans le monde occidental, moi je trouve en tout cas. Je vous le confirme, hein, c'est tout à fait ça. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi cela pourrait nous servir aujourd'hui de développer dans notre quotidien notre médiumnité? Comment est-ce que ça peut changer notre quotidien? Est-ce que ça va influencer notre façon de travailler? Est-ce que ça va changer nos systèmes? Est-ce qu'on sera capable de mieux s'aimer en couple ou dans le collectif? Oui, alors moi je comparerais les insectes à des êtres humains ou les êtres humains aux insectes, c'est-à-dire des sociétés insectoïdes extrêmement développées, organisées et tournées vers le bien collectif. Nous avons expérimenté l'individualisme. Dans cette expérimentation-là, on s'est un petit peu perdu, en tout cas dans le monde occidental. À force, on a oublié de se mettre au service d'un plan, d'un métaplan beaucoup plus élevé. Et finalement, la médiumnité, le fait d'être une antenne émettrice-réceptrice, la réception que nous pourrions souhaiter, c'est d'avoir une connexion à l'intelligence collective qui serait rationalisée d'une certaine manière, parce qu'il faut apprendre de tout ce que nous avons expérimenté en tant que collectif. Donc, on pourrait dire que cette intelligence nous aiderait à mettre en place ce fameux changement, que j'appelle moi la nouvelle conscience planétaire, c'est-à-dire comment on peut fonctionner en écosystème intelligent, respectueux, où chacun a sa place, chacun fait ce qu'il a à faire, ce pourquoi il est fait, ce pourquoi il est doué en fait, et comme on est incapable en tant qu'individu d'avoir une vision globale et de se contextualiser, c'est très difficile de se contextualiser en tant que population quand on est un très grand nombre, comme c'est le cas actuellement des populations, eh bien, on pourrait faire confiance à une intelligence ou à une hiérarchie spirituelle qui pourrait nous guider, nous orienter parce que eux ont cette vision qui nous échappe, une vision à plus long terme, une vision qui découle de la hauteur, et par hauteur j'entends vibratoire, sagesse, connaissance, et le fait de pouvoir se mettre à l'écoute de leurs directives, de leurs conseils, de leurs orientations bienveillantes qu'ils souhaitent nous donner, nous transmettre, on pourrait vraiment faire de très très grands changements et de grands rééquilibrages finalement, dont tout le monde serait bénéficiaire. Pas seulement les individus, les humains, mais le monde animal, le règne végétal, le règne minéral. Tout le monde c'est gagnant, c'est-à-dire le grand écosystème planétaire représenté par la conscience de Gaïa. Merci Christelle. J'entrevois dans vos propos une nouvelle donne. C'est vrai que lorsqu'on imagine un canal, j'avais tendance à plutôt aborder le propos comme nous sommes des émetteurs et des récepteurs. Et donc, nous développons un canal de clairsentence, de clairvoyance, comme vous l'avez exprimé, de clair ressenti. Toujours est-il que je ne m'étais jamais posé la question de il est branché où ce canal et jusqu'où il va. Et vous venez de nous apporter de nouvelles données. Vous nous parlez de hiérarchie spirituelle. Donc, en fait, finalement, c'est comme un tunnel, si je comprends bien, qui est branché sur notre corps. Est-ce qu'on pourrait l'imaginer comme ça, le canal de médiumnité? Il nous traverse. Et puis, il nous traverse.
et il rejoint du coup ce que vous appelez la hiérarchie spirituelle, ou est-ce qu'il peut rejoindre un autre espace? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, si on prend ça de manière verticale, hein, donc qu'on voit dans des sociétés très anciennes comme le taoïsme ou l'Ayurveda, enfin toutes ces grandes civilisations qui sont toujours d'actualité. Donc, en tant qu'individu, on a un canal central qui nous traverse et qui relie la Terre au ciel, hein. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement ascendant et descendant. Ce mouvement, il est indépendant de notre volonté dans le sens où, pour être fonctionnel, on est traversé par ces grands mouvements qui sont aussi des grandes vibrations, si l'on veut, en fait. Donc, c'est Gaïa qui nous soutient, qui nous nourrit. Il ne faut pas oublier que Gaïa, elle nous prête un corps. Elle met à disposition de toutes les âmes qui souhaitent expérimenter sur la Terre, dans la matière, dans le monde manifesté. Elle nous prête un véhicule, un vaisseau pour le faire. Et le corps humain n'est rien d'autre que ça, c'est-à-dire une technologie extrêmement merveilleuse, extrêmement performante, quand on en prend soin en tout cas, et qui est alimentée par Gaïa elle-même. Elle est alimentée par, justement, je parlais tout à l'heure le fait de marcher pieds nus, qui est extrêmement important, hein, pour sentir la terre sous ses pieds. On a des chakras, c'est-à-dire des centres d'énergie qui touchent la terre quand on marche, hein. Ils sont sous la voûte plantaire, ils sont au niveau des orteils, au niveau des talons. Et donc, on est irrigué par de l'énergie que Gaïa nous apporte. Donc ça, c'est la partie basse, en quelque sorte. Donc, on est traversé par ce mouvement ascensionnel. Gaïa qui, à travers le corps qu'elle nous prête, elle nous irrigue, et la partie supérieure, donc notre tête, notre chakra coronal, comme on l'appelle dans le milieu oriental. Moi, je parle aussi des cheveux, hein. Les cheveux sont nos antennes, on va dire énergétiques et physiques, parce qu'elles viennent toucher le système nerveux. Ils sont directement, d'une manière ou d'une autre, liés à notre crâne, à notre cerveau. Donc, ce sont vraiment nos antennes. Et donc, nous, en tant qu'individus, on est vraiment le point d'ancrage. On est le médium, en fait, entre la Terre et le ciel. Et ça, on le retrouve à tous les niveaux. C'est-à-dire, le médium, il est l'interface de communication entre le monde invisible et le monde manifesté. Donc là, on va avoir une expression horizontale, mais aussi une expression verticale, comme on vient de le décrire. Christelle, de savoir si vous faites une différence entre la Terre et Gaïa. Parce qu'effectivement, à vous entendre, finalement, on comprend qu'il y a un monde, vous parliez tout à l'heure d'inframonde à l'intérieur, j'imagine, de la Terre, tout un monde. Oui. Effectivement, c'est des bactéries, des racines, des minéraux, des cristaux, que tout cela est totalement dans votre façon d'aborder à la fois la médiumnité et notre lien naturel à la Terre. Est-ce la raison pour laquelle vous utilisez le terme Gaïa au lieu de parler de la Terre ? Oui, c'est pour alterner en fait, parce que la Terre a une conscience et depuis toujours on la nomme, on lui a donné un nom. Alors après, ça va être la Panchamama, ça va être quels que soient les noms que les chamans ou que les médiums, les gourous ont pu utiliser, ça revient au même. Alors j'alterne entre Gaïa parce que nous, en tant qu'Européens, ça résonne un petit peu plus en nous, mais elle pourrait avoir tout un tas d'autres noms. Et puis je trouve qu'en la personnalisant, ça renforce le lien que nous avons avec elle. Parce que si on parle de la Terre, on la confond avec sa forme manifestée, hein, c'est-à-dire vraiment de la terre, seulement des cailloux, on passe à côté de qui elle est finalement. Alors que si on la voit dans sa beauté, dans son écosystème de manière holistique et que on la personnalise, je trouve que c'est plus facile d'être en reliance avec elle au niveau du cœur, au niveau de l'âme et de se mettre à son service parce que l'être humain, il est là aussi pour ça. Bien sûr, je comprends. Et justement, ça me permet de rebondir sur le fait que de ce que je comprends de vos propos, vous êtes finalement en constant dialogue avec les éléments. Finalement, est-ce qu'on peut dire que la médiumnité, c'est une façon de dialoguer avec l'univers tout entier, comme s'il y avait des couches, hein, j'imagine même des poupées gigognes. Oui. Donc, on se retrouve finalement sur la Terre, mais avec une énergie qui descend à travers nos pieds à l'intérieur d'elle. Et donc, c'est une communication qui ne se fait pas avec un mode mental, mais permanente entre elle et nous. Est-ce que la médiumnité, c'est tout simplement prêter en fait l'oreille au langage de l'univers qui nous entoure dans ce qui est visible et aussi finalement une communication entre les mondes? Vous avez commencé par introduire la médiumnité de cette manière-là. Oui, c'est bien ça. Tout à fait ça, Karine. Parce qu'en fait, moi, j'envisage aussi l'être humain comme un poste de radio. Je trouve que c'est pas la plus belle des images, mais elle est assez parlante. C'est-à-dire quand on tourne le bouton pour trouver la bonne fréquence, eh bien, on peut communiquer avec le monde invisible, on peut communiquer avec les esprits de la nature, avec les élémentaux, on peut communiquer avec les animaux.
Alors moi, j'ai développé différents modes de communication télépathique. Alors c'est uniquement ça, hein, la télépathie qui est aussi une forme de médiumnité. Alors elle nous permet d'entrer en communication et dans l'objectif toujours, hein, je le répète encore et encore, d'être utile parce que c'est très important. Chaque individu est en quête de sens. C'est-à-dire il a besoin de savoir non seulement qui il est, pourquoi il est et où il va. Hein, qu'est-ce qu'il est venu faire? Et on sait très bien qu'un métro, boulot, dodo ne suffit pas à donner du sens à la vie, à l'incarnation de l'individu. Si on est déraciné, si on n'est plus relié à Gaïa, on est comme dans une espèce de transe hypnotique qui nous coupe de l'essentiel. Alors, à ce moment-là, j'ai reçu beaucoup de gens dans cette quête de sens, évidemment. C'est-à-dire quand les gens commencent à se poser des questions sur le sens de leur vie, ils vont taper à différentes portes. Puis la mienne, ma pratique est l'une d'elles. Donc, on a le développement personnel et puis progressivement le développement personnel, quand on a compris ses souffrances, ses difficultés, son histoire, qu'on l'a revisité, qu'on a pardonné, et bien là, on se tourne normalement de manière spontanée et naturelle vers le développement spirituel. Alors, parce que tout le monde est médium, mais tout le monde n'a pas à expérimenter sa médiumnité. Il y a des gens qui ont des capacités plus propices à se développer que d'autres. Il y a des gens, on parlait tout à l'heure d'hypersensibilité, il y a des gens qui vont dire, mais moi, je ne suis pas hypersensible. Est-ce que tu ne t'es pas fermé à tes ressentis pour être fonctionnel dans la société avec ce qu'elle exigeait de toi? Est-ce que dans l'enfance, la sensibilité que tu avais a été moquée, décriée par tes petits copains de classe, par tes parents, ta famille, etc. Donc pour moi, quelqu'un qui me dit, moi je suis pas insensible, pas quelqu'un qui vit de l'émotion, c'est pas toujours vrai. Finalement, ça nous permettrait presque aussi d'être dans la maîtrise émotionnelle que de gérer son canal de médiumnité, si je comprends bien. C'est Oui. aussi un outil de guérison, parce que j'avais une question sous-jacente là depuis tout à l'heure. Oui. C'est que je me disais, mais est-ce qu'il y a un danger? J'imagine bien votre réponse. Bien sûr, vous allez me dire oui, il y a un danger à développer sa médiumnité, mais il y a aussi un danger à ne pas la développer, n'est-ce pas, Christelle? Oui, il y a les deux parce qu'il faut trouver un équilibre en fait. C'est très important d'avoir l'expression de sa propre médiumnité à l'équilibre. Alors, ça dépend de sa mission d'incarnation, de ses fonctions planétaires. Ça, c'est encore un tout autre sujet. Peut-être qu'on aura l'opportunité un jour d'en reparler, si ça intéresse les auditeurs. Alors, pour revenir au danger, oui, il faut savoir que nous expérimentons dans une réalité de dualité, hein, c'est-à-dire qu'on a deux forces qui s'opposent. La force évolutive, hein, donc qui va être dans une volonté de croissance, de bienveillance, et la force dite involutive, avec chacune à ses représentants. Hein, donc, il y a des humains qui sont au service de l'évolution et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc, dès lors qu'on va dans le monde invisible, on est confronté à ces deux mêmes puissances, évolutives et involutives. Et évidemment, il faut avoir connaissance. Moi, j'appelle ça les voyages de la conscience. D'ailleurs, là, je viens de terminer une formation sur ce sujet-là. C'est comment notre conscience voyage pour aller chercher de la ressource énergétique pour pouvoir justement développer ses capacités médiumniques et aussi énergétiques et comment être fonctionnel finalement au service de Gaïa. J'essaie toujours de contextualiser pour que les auditeurs puissent comprendre de quoi il en retourne. Ces deux forces qui sont là, évidemment, la force d'opposition au mouvement évolutif et de croissance que chaque individu a en lui, eh bien, il faut avoir connaissance de comment elle se vit, comment elle se traduit. Il faut être lucide, en fait, sur l'existence même de ce mouvement et qui est lui-même animé par des individus. D'accord. Alors, si j'essaie de faire une petite récap, comme on dit, de ce que vous proposez là en termes de réponse, nous avons finalement, dans le mouvement de vie qui nous traverse, deux forces qui sont là en permanence et qui sont des forces évolutives et des forces involutives. Oui. J'imagine que ces forces-là, elles existent également à l'intérieur de chaque être humain. Tout à fait. Mais qu'il y a une dominance, c'est-à-dire que chaque être humain, c'est l'histoire du loup. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, qui consiste, c'est une tradition amérindienne à travers les contes, où il y a en fait des petits-enfants qui s'adressent à leur grand-père et qui leur demandent ce que veut dire être bon ou mauvais. Et donc, le grand-père répond qu'en fait, en faisant des belles choses qu'il décrit, eh bien, nous sommes de belles personnes, et en faisant des mauvaises choses, eh bien, nous sommes des vilaines personnes qui s'adressent à des enfants, tout en expliquant à ces enfants que ces deux forces coexistent à l'intérieur et se font la guerre au quotidien à l'intérieur de chaque être vivant.
Et alors les petits-enfants demandent qui est-ce qui gagne cette guerre. Et le grand-père répond que c'est celui qu'on nourrit. Alors ça me fait penser à ça. Je pense que je raconte très très mal cette histoire, mais que Non, non, mais elle les est très, très auditeurs... claire, hein. Oui, oui, non, c'est très clair, elle est synthétique, mais elle est très parlante. Merci Christelle, merci beaucoup pour votre indulgence. Alors si je comprends bien, on a donc pour revenir à cette question de danger de la médiumnité ou de danger de ne pas expérimenter son canal de médiumnité, finalement, si on n'expérimente pas notre canal de médiumnité, mais qu'on est hypersensible, c'est-à-dire que si on ne le canalise pas et qu'on ne le dirige pas vers une force évolutive, eh bien, on va être extrasensible, on va être habité par n'importe quelle force qui passe, qu'elle soit évolutive ou involutive. Voilà. Et c'est ce qui fait, à mon avis, on arrive à définir sous l'angle de perception de personnes comme vous, Christelle, les pathologies d'une certaine manière. Moi, je sais Oui, que oui. les chamans que j'ai appelés amérindiens définissent la pathologie comme des êtres extrasensibles, mais qui émettent et sont émetteurs et récepteurs de tout ce qui passe. Et Voilà. comme ils n'arrivent pas à le canaliser et comme les sociétés les contraignent dans des règles très rationnelles, donc ils ne peuvent pas se retrouver dans ce mode d'évolution de société parce qu'elle ne prend pas en compte, si je comprends bien, leur hypersensibilité, Tout à pour fait. reprendre l'expression et vos formations que je suis de près surtout. Et en même temps, si je comprends bien, ils sont traversés et donc ça donne la pathologie. Et puis de l'autre côté, il y a un danger à ouvrir si on n'est pas guidé. Si nous ne sommes pas guidés par des personnes comme vous, est-ce qu'on peut tout seul ouvrir son canal de médiumnité, Christelle? Alors oui, bien sûr. Alors il ne faut pas le faire en force. C'est soit il est ouvert de manière spontanée et naturelle, et auquel cas il faut faire un certain travail comme moi je l'ai fait, c'est-à-dire qu'on apprend sur le tas en quelque sorte. Soit on a envie de le développer par soi-même, mais là on arrive à un autre risque, un autre danger, c'est que l'ego s'approprie ces aptitudes pour un besoin de reconnaissance, un besoin de pouvoir. Ça, c'est un risque, un danger qui n'est donc pas extérieur, comme on a fait référence au monde de l'astral, du bas astral, par exemple. Là, ce serait un danger inhérent à l'humain tel qu'il est, avec ses fragilités, etc. Alors, quelqu'un qui aurait vraiment souffert, par exemple, pourrait être, facilement glissé par une forme de revanche, une fois qu'il a une certaine maîtrise de ses aptitudes, ou aussi qu'on peut appeler de forme de projection, parce qu'on n'a pas fait tout un travail. Donc, pour moi, il serait même indispensable que chaque médium, chaque hypersensible, chaque individu qui a des prédispositions, quelles qu'elles soient, quelle que soit la forme de médiumnité, soit pris en charge dans ce que je pourrais appeler une école initiatique, mais ça pourrait être aussi autre chose. Mais je pense qu'en Afrique, ça existe, hein, c'est-à-dire au niveau tribal, il va y avoir des référents. Alors, ils ont certainement leur grille de lecture, mais il y a quand même une prise en charge, à contrario du monde occidental, où il n'y a rien. Il y a un vide, il y a un néant, en fait, parce que la religion aurait dû être l'espace dans lequel ces personnes auraient pu être accueillies, et elles ne le sont pas. Alors, je ne dis pas que tout le monde ecclésiastique est à mettre dans le même panier, je dis juste qu'on voit bien, moi, pour avoir essayé de rechercher du soutien, du réconfort dans la compréhension de ma médiumnité auprès de l'Église, je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé du jugement, j'ai trouvé des idées assez rigides qui m'ont fait fuir finalement. Tout ce que je fais aujourd'hui au service des personnes qui sont médiums, c'est à la fois aider comme moi j'aurais aimé être aidée, en quelque sorte, et aussi aider pour que la nouvelle conscience planétaire puisse s'arrimer à la Terre, c'est-à-dire être intégrée. Et pour cela, il faut qu'il y ait des individus qui la vivent, qui l'accueillent en elles. L'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire la nouvelle conscience planétaire, ce n'est pas quelque chose qui est nébuleux, qui reste au-dessus de nous. Non, elle doit s'arrimer dans les cœurs, dans les âmes et dans les individus. Donc, on doit la manifester, la nouvelle conscience planétaire. Alors, dans ce cas-là, il faut obligatoirement développer qui l'on est en tant qu'humain, se comprendre, contextualiser le mouvement qui est actuel et puis répondre à nos besoins fondamentaux. Parce que là, on n'en parle pas, mais c'est un sujet extrêmement vaste et qui a besoin d'être approfondi, bien évidemment. Les besoins des médiums, c'est quelque chose. Bien sûr, Christelle. Écoutez, en vous entendant, justement, je me dis que nous allons créer, en dehors de la série des podcasts, on en a parlé hors antenne, nous allons créer en fait des rencontres des personnalités du Sénégal qui, en fait, encadrent et gèrent les problématiques, entre guillemets, et je vais le justifier tout à l'heure de pourquoi j'en parle comme ça, les problématiques liées
à l'excès de médiumnité. Alors, effectivement, je crois que dans les villages africains, mais ils en parleront bien mieux que moi, mais c'est un sujet très important. Dans les villages africains, il y a une prise en charge et les prises en charge auxquelles j'ai assisté sont des prises en charge en fait où on emmène la personne qui peut être dans des crises d'épilepsie chez un praticien, d'abord pour vérifier qu'elle n'est pas victime de magie noire, parce que Oui. en fait le danger ici sur notre continent, c'est que ce sont en fait des énergies très border, qui Oui. fait que comme les gens sont des maîtres en énergie parce qu'ils ne se sont jamais déconnectés de la nature, ils ont appris à la manipuler et comme vous l'avez dit, en fait, nous avons donc des forces évolutives et des forces involutives à l'intérieur de cet accès à la connaissance de l'énergie et du monde de l'univers. Je crois que l'accès à la connaissance ici, peu importe l'ethnie, mais nous allons le vérifier lors de cette rencontre que je vous propose. Hein. Ça me paraît extrêmement important parce que la religion, finalement, et le praticien va d'abord vérifier si cette personne est habitée, envoûtée, et effectivement, il va voyager entre les mondes pour savoir si cet envoûtement, eh bien, il est humain ou non humain, j'ai envie de dire, ou en tout cas invisible. Et pour autant, moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes dans une très grande détresse parce qu'ils sont dans l'incapacité de suivre leurs études, de justement d'intégrer, et ça a été votre cas dans la jeunesse, j'en suis sûre, Oui. d'intégrer un apprentissage scolaire qui ne prend pas en compte la dimension de notre cerveau droit et de toute notre sensibilité avant qu'elle devienne une hypersensibilité. Je vous laisse réagir en clôture avec ça et puis Christelle nous dire aussi comment est-ce qu'on fait pour se former à l'école initiatique de Christelle Pizzalis. Oh, c'est assez simple. Moi, je propose des formations qui sont à des prix extrêmement abordables, en tout cas dans le monde occidental, justement pour que ce ne soit pas un frein. Je suis ouverte aux personnes qui ont des difficultés et je me rends régulièrement disponible pour les aider, pour comprendre, identifier ce dont ils ont besoin, qui ils sont. Et cela se fait progressivement. Donc, en général, je fais des échanges téléphoniques via WhatsApp ou Telegram. Et puis, quand les gens se sentent appelés, quand ils sont prêts, quand ils en ont l'envie, eh bien, ils peuvent embarquer dans une formation. Donc, là, à l'heure actuelle, il y en a deux. La première, c'est justement l'hypersensibilité. C'est assez rapide. Donc, il y a des vidéos qui vont parler de théorie. Les personnes, je vais définir le vocabulaire, je vais parler de mon expérience. Donc voilà, ça, le témoignage est assez important, on peut se reconnaître dans ce témoignage. Et puis ensuite, on passe à la pratique à travers des méditations guidées sous canal, c'est-à-dire que moi, je deviens le réceptacle d'un être qui vit dans le monde invisible et qui va, à travers moi, parler à l'individu qui m'écoute afin de restructurer tout son être. Alors, il y a des méditations guidées qui vont restructurer, il y en a d'autres qui vont libérer au niveau émotionnel, il y en a qui vont aider plutôt à se ressourcer, à se régénérer. Voilà, il y a toute une progression. Ces méditations sont courtes parce qu'il faut pouvoir les intégrer à notre quotidien, hein, se rendre disponible, les écouter avec, quand on se déplace, quand on travaille, on peut faire tout un tas de choses en même temps que d'écouter ces méditations. Pour moi, tout ça doit être vivant parce que nous sommes dans des sociétés où les choses sont en mouvement. Donc, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on soit finalement, je vais pouvoir peut-être le résumer, moi, toute ma vie, j'ai été dans une quête de normalité. Tout ça pour être fonctionnel et en capacité d'interaction avec les autres qui formaient la société. J'ai progressé, j'ai été volontaire dans ce mouvement et j'ai à cœur aujourd'hui d'accompagner les gens sur cette voie-là. Ça se résume à ça, finalement. Merci Christelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous redonner les contacts et comment est-ce qu'on fait pour vous retrouver, s'il vous plaît, et nous dire également si ce que vous proposez est ouvert à tout un chacun. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Merci. Alors, évidemment, si quelqu'un a une pathologie difficile qui a été psychiatrique, oui,
je ne suis pas spécialiste, donc je ne peux pas prendre en charge quelqu'un comme cela. Je n'ai pas la formation pour le faire. Mais quelqu'un qui a un intérêt, un attrait, comme moi je crois à la loi d'attraction, je dirais, quelqu'un qui a un attrait, il faut le suivre en fait. Hein. C'est un instinct qui nous mène vers une personne, vers une autre. Donc moi, je peux tout à fait être une étape dans le processus évolutif des personnes qui se sentent attirées par ma pratique et par mes propositions. Voilà, j'espère que ça répond, Karine, à ce que vous m'avez demandé. Juste, ça ne répond pas à la question la plus importante pour nos Ah auditeurs. oui, via mon site internet, donc Christelle avec un Y et LE à la fin, tiré du 6 Pizzalis, PITZLALIS.com. Et sur les réseaux sociaux, toujours au même nom, et que ce soit Instagram ou Facebook. Et pareil, j'ai une toute nouvelle chaîne YouTube où il y a justement 2 vidéos d'introduction sur mes 2 formations, à savoir l'hypersensibilité et les voyages de la conscience, leur utilité, pourquoi, comment. Christelle, alors sur votre site, il semble que nous pouvons acheter en ligne, pour nous qui ne sommes pas sur le même continent, des méditations directement, Oui, et puis commencer à pratiquer tout à fait. l'ouverture de nos canaux ou à les performer, et puis également s'inscrire directement à des cours en ligne que vous donnez. C'est bien Voilà, ça? tout à fait. C'est tout à fait ça, Karine. Merci Christelle. Donc, le prochain podcast qui vous concerne, Christelle, notamment, et qu'on a hâte de vous retrouver, va être au sujet du nomadisme, puisque cela fait maintenant quelques mois que vous avez quitté la France et que vous passez de pays en pays, traverser l'être spirituel, le transcender à travers différents territoires. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai Merci. quitté la France depuis à peu près 3 ans et demi et je suis en mouvement depuis lors. Voilà, on va dire ça comme ça. Très bien, suite au prochain épisode. Merci Voilà, beaucoup. Au merci, revoir. à bientôt. Au revoir.